Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur un film norvégien en coproduction européenne avec d'autres pays, mais on va quand même citer cette nationalité en premier parce que la réalisatrice l'est. D'ailleurs on va la citer Emily Blichfeldt qui nous propose ici The Ugly Stepsister, qu'on pourrait traduire en français par la belle-sœur moche. Et en version originale, désolé de la prononciation d'avance, ça donne Den Stege Stesøsteren. Voilà. Et au casting, nous avons pour la majorité des actrices et acteurs norvégiennes ou suédoises, Lea Miren dans le rôle principal d'Elvira, qui joue du coup la Ugly Stepsister, on y reviendra un peu dans le synopsis. Sa mère jouée par Anne Dahl Torp, tandis que l'autre belle-sœur qui, elle, serait qualifiée de belle dans ce monde-là, Agnès, c'est Thea Sophie Loch Ness qui joue Loch Ness, très amusant tout ça. Bref, et on va citer la petite sœur d'Elvira, Alma, jouée par Flo Fagerli, parce qu'elle a un rôle assez discret mais assez important quand même. Nous avons dans les personnages masculins Isaac Kalfroth qui joue le prince, et Malte Mirenberg Gardiner qui joue Isaac le palefrenier, tandis que niveau polonais, parce qu'il y a quand même de la coproduction polonaise, là nous avons l'actrice Katarzyna Herman, je me semble que je l'avais vue ailleurs, qui joue la professeur de danse un petit peu là, et Adam Lundgren qui lui est suédois jouant le j'ai envie de dire le français, oui, on peut le dire comme ça, un chirurgien esthétique qui va transformer Ugly en Beauty, parce que quelque part ici nous sommes en pleine relecture d'un conte très connu, Cendrillon, mais attention, rien à voir avec Disney, on serait plus dans la version des frères Grimm, sachant que le conte originel, dans sa première écriture connue en tout cas, est plutôt de Charles Perrault, mais il y a quand même des origines antérieures. Ça fait partie de ces bouches à oreille et mythes et légendes qui ont donné lieu à de belles histoires à raconter à nos enfants. Mais celle-ci, non, vous ne la raconterez pas aux plus petits et vous ne montrerez pas ce film techniquement au moins de 16 ans. Interdiction ainsi, donc vous imaginez le délire en mode satire gorasse sociale qui rentre dans une mouvance actuelle. C'est-à-dire que l'histoire se déroule donc dans une sorte de temps ancien, de conte, mais avec une répercussion sur ce qu'on peut avoir dans notre société moderne et certaines obsessions qui mènent à une probable perdition. On va suivre donc Elvira qui, avec sa mère, rejoint un monsieur. Voilà, enfin, Elvira, sa sœur et sa mère, un monsieur que donc la maman épouse et qui s'avère sur le papier être riche dans une belle demeure. Ce monsieur a une fille, Agnès, qui est jolie. Sauf que il va très vite mourir lors d'un repas après une scène de jeté de gâteau. Bon, ça commence bien. Et il s'avère qu'après sa mort, Rebecca, donc la mère, découvre qu'Otto n'était pas riche du tout, il n'avait plus d'argent, donc catastrophe. On se rend compte que la mère d'Elvira avait épousé ce monsieur juste pour l'argent et que là, tout le monde est ruiné, c'est horrible. Et on va laisser le cadavre du vieux monsieur pourrir dans un coin, tandis que Rebecca va fomenter une histoire potentielle, pourquoi pas, faire en sorte que sa fille soit finalement plus belle que prévu, et à la dure. Alors pour quelle raison? Afin de faire en sorte que Elvira puisse réaliser son rêve sur le papier, épouser le prince charmant local, le prince Julian. Dès le début, on voit qu'elle rêve de ce, on va dire, bellâtre, à travers un livre de poésie qu'il aurait écrit, qui n'est pas spécialement extraordinaire, mais qui d'ailleurs déjà place l'intellect et l'obsession du monsieur envers la chair. Et oui, le prince Julian, évidemment, il va donner un bal pour choisir son épouse, donc Elvira doit être prête, sachant que la petite sœur est trop jeune. Sauf qu'Agnès aussi pourrait s'intéresser à ce prince, et potentiellement Agnès c'est Cendrillon, parce qu'elle va subir des choses dues à son rang, certes, et à son statut de fille de monsieur qui est mort, après qu'elle ait eu une aventure avec un garçon qu'il ne fallait pas convoiter par rapport à sa classe sociale. Tout ça est un peu compliqué peut-être sur le papier, mais si vous avez donc lu Cendrillon et vu certaines de ses adaptations, vous ne serez pas surpris. Par contre, sur le ton du film, vous pouvez l'être. Nous sommes ici en présence déjà d'un film d'époque, sur le papier, avec de magnifiques décors et costumes, une photographie remarquable aussi, qui fait de cette œuvre un véritable brûlot artistique qui va évidemment beaucoup plus loin que sa forme, même si celle-ci
épouse parfaitement le fond et le message voulu et envoyé. Et je suis ressorti de là, vous voyez, un petit peu bégayant encore, parce que c'est une claque, hein, quelque part, hein, c'est un petit coup de poing, à l'image de ce qu'on avait vu l'année dernière avec The Substance. Alors, sur le papier, les deux films sont très différents, d'accord, mais en fait, pas tant que cela, sur cette idée que les canons de beauté absolue et cette idée qu'on serait prêt à tout pour arriver à une certaine chose, là, c'est pas par le rajeunissement, hein, c'est par le rembellissement, fait que derrière, on descend dans un cercle infernal de catastrophes. Et ce que va subir Elvira est terrible. C'est elle, hein, une des méchantes belles-sœurs de Cendrillon. Sur le papier, elle n'est pas très intelligente, présentée un peu en mode naïve, mais elle n'est pas méchante non plus, dans le sens où elle est comme elle est, quoi. Elle a été élevée ainsi, j'ai envie de dire. Et on va suivre l'histoire de son point de vue, pas de celui de Cendrillon, ce qui rend l'ensemble encore plus cruel, notamment pour le personnage d'Agnès, certes, mais aussi pour le côté pathétique d'Elvira, qu'on va finir par plaindre et qu'on va voir souffrir à travers donc tout ce qu'elle va subir, et c'est d'une violence assez directe. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais elle va changer physiquement et même à l'intérieur, à travers des procédés qui sont très très douteux, très douloureux, mais elle veut tellement réaliser son rêve, un peu poussée par la mère aussi, qu'elle va au bout du délire. Bon, évidemment, hein, chirurgie esthétique, avec ce chirurgien un petit peu francophone, là, qui chante Alouette, gentille Alouette. Bah oui, on le caractérise ainsi, avec quelques petits mots en français ici et là, avec son assistante, une sorte de religieuse bizarre. Là. On ressent des influences, peut-être, parfois, à cet instant. J'ai pensé à Suspiria pour les scènes de danse, mais plutôt le Suspiria de Guadagnino, indirectement. Bon, cette idée d'ambiance, atmosphère qui participe à la construction horrifique et cringe. Mais derrière, on est plus donc dans le body horror, c'est pour ça que je parlais de The Substance. Beaucoup moins influencé, par exemple, peut-être ici, que l'était le film de Coralie Farjas, cependant. Enfin, référencé, j'ai envie de dire, frontalement. Évidemment qu'on va ressentir des choses qu'on a déjà vues ailleurs, hein, il n'y a rien de nouveau, mais dans le ton et dans l'ambiance globale et le contexte, le cadre, je trouve que ce film est assez unique et nécessaire dans la façon dont on détourne des codes, voilà, la princesse et le prince charmant qu'on a pu inculquer aux enfants encore il y a quelques années, peut-être encore aujourd'hui, cette idée-là, et ce culte de la beauté, évidemment, qui résonne d'autant plus de nos jours dans un monde moderne où sur les réseaux, les gens souvent ne pensent qu'à ça à travers certains influenceurs, hein, et cette idée de déconstruire cela et même de détruire, j'ai envie de dire, en transformant, on va dire, un être sur le papier disgracieux, avec d'ailleurs un appareil dentaire presque, c'est amusant parce qu'il y a eu l'accident de piano de Dupieux l'autre jour, là, bon, j'ai pensé à ça, mais rien à voir. Hein. Et soi-disant pour l'embellir, mais alors, oui, alors il faut souffrir pour être belle, c'est peut-être le mot, mais cette idée est vraiment d'une cruauté qui fait que on voit à quel point on est dans l'absurde aussi. Et même la référence un petit peu à ce monde peut-être du mannequinat, parce que quelque part Elvira pour se faire belle au bal, après il va y avoir une présentation de toutes les prétendantes en mode concours de beauté, et même presque concours canin, hein. On est presque dans une présence animale ici, aux yeux des mâles ultra toxiques du patriarcat. D'ailleurs Elvira, à un moment, elle va faire un petit jappement, tel un petit chien face au prince, ça n'a aucun sens. Alors les conversations qu'on entend entre le prince et ses, on va dire, bras droits, amis et tout, c'est bien dégueulasse. Hein. On voit même une partie de chasse plutôt. On comprend l'idée. Ça ne pense qu'au sexe et à la viande fraîche, quoi. Donc ici, Elvira, elle est complètement dans son rêve qui est un pur cauchemar. Et justement, en voulant le vivre, ce rêve, elle va rentrer dans son cauchemar à elle. Et elle va aller en mode de plus en plus dégradé et intérieurement aussi, parce que elle doit maigrir, hein, c'est terrible. Et pour cela, on lui fait avaler un œuf de ténia. Vous savez, le ver solitaire. C'est brutal. Et là, on va penser aussi à toutes ces terribles réalités, boulimie, anorexie, que, par exemple, certaines femmes subissent à travers le métier de mannequinat, ou peut-être pour d'autres points, parce que culte de la beauté derrière. Et c'est un film important, justement. C'est un film qui ne peut pas être montré aux petites filles, parce que ne peut pas être montré aux enfants. Mais peut-être faire réfléchir certains futurs parents qui pourraient éviter certaines erreurs. Voilà, aussi. Bon. Et évidemment, après, il y a des scènes qui sont
terriblement marquante, notamment au niveau des yeux. Moi, ça me touche toujours, ces histoires-là, quand on tripote un petit peu le globe oculaire, là. Je pense à Angoisse de Bigas Luna, mais bon, je sais pas si c'est une des influences, mais bon, il y a un moment, il y a une scène de chirurgie là-dessus. Le nez, bon, ça encore, voilà, tout ce qui est vers solitaire, bien sûr, et à un moment, vers la fin, on y va franco, et très très franco sur plein de choses. Spoiler d'ailleurs, je parlais de la version des contes Grimm. Oui, on va découper les orteils à un moment, parce que c'est ça, hein. Attention, contes Grimm, c'est pas Disney. Les belles-sœurs, pour pouvoir aller mettre leurs pieds dans la pantoufle de verre, sont obligées, à cause de leur mère, hein, de se couper les... alors, il y en a une, c'est les orteils, l'autre, c'est le talon. Là, Elvira va de toute façon se faire couper les orteils. Et on va le voir frontalement, et il va y avoir des gros plans, et encore derrière, et ça va pendre. Et c'est dégueulasse, mais c'est pour montrer la brutalité du truc, et le désespoir absolu. En arriver là, c'est quand même violent, parce que avant, dans le bal, en fait, elle était avec le prince et tout, elle s'est faite chipper celui-ci par Agnès. Agnès qui, entre-temps, avait été mise au rebut, hein, parce qu'elle a eu cette histoire avec le palefrenier, là, bon, ok. Et donc, Elvira, là-dessus, après, c'est juste plus possible, quoi. Quand le prince débarque, elle n'y arrivera pas, elle va se massacrer le nez d'ailleurs dans les escaliers, mais aussi il y a quand même une histoire de vers solitaire, je disais. Il y a la scène de la purge, qui est d'une dégueulasserie absolue. Elle va vomir ce ver qui fait des mètres et des mètres. D'ailleurs, un ver qui va être ensuite coupé et bouffé par les corbeaux. Mon Dieu, mon Dieu. D'ailleurs, il y a une insistance sur les vers, et ça aussi, j'aime pas trop. Hein, tout ce qui est rampant, tout ça. En vrai, ça me fait grincer des dents. Alors là, j'ai été servi. Alors, il y a quelques visions avant où Elvira perd un petit peu pied et elle voit des asticots ou autres vers. Il y a eu une histoire de vers à soie avant, donc il y a toute la famille des vers possibles qui est montrée jusqu'au Ténia, donc et en plus en parallèle avec le corps en décomposition du beau-père, là, le vieux monsieur qui meurt au début, qui est laissé vraiment à l'abandon, donc même une scène post-générique à la fin où vous voyez le corps complètement décomposé qui n'a pas été enterré. C'est quand même assez terrible ça, c'est-à-dire que dans cet univers où on ne fait que le culte des apparences, une fois qu'on n'est plus là ou qu'on est moche, on est laissé absolument ailleurs, quoi. Et Rebecca, la mère donc d'Elvira, est terrible. Elle n'a même pas eu l'idée d'enterrer le corps d'un mari qu'elle n'aimait pas. Elle n'aimait que pour son argent qui n'était pas là. Donc pas d'argent, pas d'enterrement. Et le cadavre qui pourrit dans un coin. Tout est pourrissement ici. Le pourrissement de la chair, le pourrissement moral aussi de ces gens qui sont prêts à tout. Et Elvira est plus une victime au final. Et elle va être sauvée d'une certaine façon, bien qu'on puisse imaginer que sa vie sera très dure après, par sa petite sœur. Et j'en ai pas trop parlé là, la petite Alma, qui elle a sa transition. Elle est trop jeune évidemment pour être utilisée par la mère, et encore heureux, donc elle garde cette innocence, mais elle va avoir aussi ses premières règles, et en devenant femme ainsi, elle va se rendre compte justement qu'être femme, c'est peut-être vivre sa liberté et ne pas subir cela. Donc c'est elle qui va pouvoir être la porte de sortie d'Elvira, mais qu'est-ce qu'elle a pu souffrir la pauvre pour en arriver là. Je ferme la zone spoiler, oui, The Ugly Stepsister, si vous aimez les délires un petit peu grasses, avec un décalage quasi humour noir bien sûr, parce que vous pouvez sourire et rire parfois, mais alors vous allez avoir du mal à tout regarder, eh bien ouais, voyez-le, parce que ça dénonce beaucoup de choses. On est donc dans la lignée, hein, si on doit le citer encore une fois, on le fait, de The Substance de Coralie Farja. Et alors, ce sera peut-être moins mon coup de cœur, mais c'est bizarre, parce que j'ai envie de dire, The Substance m'avait explosé du premier coup, et ça avait fini numéro 1 de l'année, parce que j'avais rarement vécu un tel délire en salle. Là, je sais pas, ça va peut-être monter en moi, parce qu'on parlait là déjà, bah, ça permet d'exorciser quelque chose. J'ai presque été plus choqué, hein, ça m'a fait plus flipper, The Ugly Stepsister, hein, dans certaines scènes que j'ai évoquées, notamment dans la Z-Spoiler, hein, ça grouille, et ça vomit, et c'est dégueulasse, et ça coupe, Mais ouais, non, mais voyez-le, parce que c'est quand même quelque chose d'assez ultime, et c'est un premier film, donc il y a toute la liberté derrière, il n'y a pas de gros studios et tout, et on sent que tout le monde était impliqué à fond, y compris les actrices, j'ai envie de dire. L'actrice qui joue Elvira, donc Léa Mirren, est absolument remarquable, mais toutes, hein, elles ont quelque chose. Voilà, il y a un côté quasi folklorique conte derrière qui est presque désuet, mais justement qui rend compte de la situation. Ça devient désuet, et encore heureux de faire subir cela à certaines personnes, hein, pour rien au final, hein, pour l'apparence. Et la beauté est peut-être plus intérieure, quoique là, même à l'intérieur, ça fait mal. Hein. Bref, à vous la parole sur donc, ce que vous pensez de ce film, The Ugly Stepsister, ce que vous avez ressenti, et si vous avez aimé ou pas, la parole est à vous. Je vous dis à la prochaine, ciao.